Bonjour à tous ceux qui nous suivent sur les plateformes de wambed.com. Je m'appelle Amadou Niang, je suis coach formateur et présentateur de l'émission Découvrir mon métier. C'est une émission qui a pour objectif de faire découvrir les métiers, hein, comme j'ai l'habitude de dire, les métiers formels, les métiers informels, et tout ceci dans l'optique d'aider les plus jeunes dans leur choix. Alors aujourd'hui, nous recevons M. Faboré Cissé, qui est le fondateur de Mediapro Africa. Bonjour, M. Cissé. Bonjour, bien, M. Niang. J'espère que vous allez bien. Oui, tout se passe très bien. Et vous? Alhamdulillah. En tout cas, merci d'avoir répondu à cette invitation. Et c'est moi qui on va vous donner la parole. Voilà, donc on vous donne la parole que vous vous présentiez à nous et à nos followers. C'est moi qui vous remercie en fait. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager la petite expérience que j'ai eu à avoir lors de mon petit parcours professionnel. Donc, moi, comme si tu as bien dit, je suis Faboré Cissé et je suis consultant en gestion d'entreprise, comptabilité, contrôle et audit et en communication institutionnelle. Merci beaucoup, M. Faboré. Alors, donc, le mot consultant m'interpelle là. Le mot consultant m'interpelle. Et donc, est-ce que je peux affirmer que M. Faboré Cissé est un entrepreneur? Oui, si entrepreneur veut dire créer une entreprise, je suis entrepreneur. Si entrepreneur veut dire être chef d'entreprise, je suis entrepreneur. Si entrepreneur veut dire effectivement avoir une entreprise, la gérer, avoir un projet, le gérer comme il faut, créer une richesse et tout ça là, je suis bien entrepreneur. Mais on est entrepreneur souvent dans des domaines bien précis. On n'est pas juste entrepreneur, on est soit entrepreneur de construction, soit on est entrepreneur de, en un domaine précis, comme la comptabilité par exemple. C'est-à-dire on est entrepreneur de cabinet, d'accord? On est dans un cabinet qui fait par exemple la comptabilité, qui fait la, 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 la la communication, qui fait l'audit, qui fait le contrôle de gestion, etc., etc. Donc, on est bien souvent entrepreneur. Merci beaucoup, M. Faboré. Alors, donc, disons que Faboré Cissé est entrepreneur. Mais dans votre présentation, vous avez dit que vous étiez consultant en communication institutionnelle et gestion d'entreprise. Ce qui me fait penser à deux choses ou bien à deux domaines différents. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire, vous êtes entrepreneur dans quel domaine? Comme vous venez de le dire, on est entrepreneur dans un domaine. Alors, vous êtes entrepreneur dans quel domaine exactement? Vous êtes consultant dans quel domaine exactement? En réalité, de base, je suis consultant en comptabilité. Ensuite, je suis devenu un consultant, par exemple, en audit. D'accord? Le contrôle de gestion était voilà, en audit. Le contrôle de gestion, il est annexé en fait à l'audit. D'accord? Donc, si vous voyez tous ces trois domaines-là, par exemple, que ce soit la comptabilité, que ce soit l'audit et le contrôle de gestion, ce sont des domaines en fait qui sont connexés. C'est le même domaine en fait, c'est le domaine de la gestion. Donc, tout ça là sont des activités qui sont connexes. D'accord? Mais ensuite, au moment par exemple d'investir dans le secteur de la communication, c'est là où je me suis intéressé à la communication. Donc, j'ai fait un peu d'études en communication et c'est là que je suis devenu en même temps un consultant en communication institutionnelle. Donc, c'est un peu ça, quoi. D'accord. Donc on peut retenir que déjà, Faboré, il a été consultant dans un premier temps en comptabilité, en audit, avant d'aller faire des formations qui l'ont permis aujourd'hui d'y ajouter la touche communication. C'est bien ça. Exactement, c'est bien ça. Parce qu'en réalité, je le dis souvent, on cherche tout le temps on cherche tout le temps la performance, on cherche tout le temps à se diversifier, à se retrouver aussi des fois. Et c'est ce qui pousse souvent des gens comme moi à faire beaucoup de métiers en même temps. Des fois, ce sont des métiers connexes, des fois, ce sont des métiers carrément parallèles, quoi.
Mhm. Parfaitement d'accord. Hein. Et moi, la petite expérience aujourd'hui que j'ai de la vie, hein, c'est une toute petite expérience, mais s'il y a une chose que j'ai retenue, c'est que nous pouvons apprendre tout ce que nous voulons. Ça, vraiment, c'est aujourd'hui devenu une conviction. Je reste persuadé que quand on veut apprendre un métier, quand on veut apprendre quoi que ce soit, il suffit juste de s'armer de volonté, de détermination pour pouvoir pour l'apprendre correctement. Et voilà. Donc, ça ne m'étonne pas du tout de voir quelqu'un qui a été comptable dans un premier temps, auditeur, et d'aller chercher des compétences en communication pour qu'aujourd'hui offrir ses services dans ces domaines-là. Alors, mais je voudrais que vous reveniez un peu sur votre parcours, sur votre parcours, parce que, bon, aujourd'hui, peut-être qu'il y a plusieurs personnes ou bien plusieurs jeunes qui sont dans les entreprises, qui sont peut-être comptables dans les entreprises, et qui peut-être aimeraient bien se lancer aussi dans l'entrepreneuriat. Mais il y a beaucoup de jeunes qui n'osent pas. Alors, j'aimerais que vous reveniez un peu sur votre parcours. Est-ce que vous êtes sorti de l'école et vous êtes devenu consultant ou vous avez eu quand même une expérience avant de vous lancer dans la consultance? Bah, écoutez, l'entrepreneuriat, c'est souvent une phase qui vous sort en fait de votre zone de confort, comme on dit. C'est-à-dire que vous quittez souvent une entreprise où vous aviez, par exemple, une chose à faire tous les jours et qu'à la fin du mois, par exemple, vous attendiez un salaire et tout ça là. Mais quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, par exemple, on sort de cette zone de confort-là et on est un peu dans l'incertitude, en fait. D'accord? C'est-à-dire qu'on se lance, on ne sait pas si à la fin du mois, on aura euh, la plus-value qu'on avait de l'autre côté, etc. Ouais, ouais. Et donc, c'est ça qui constitue en fait cette incertitude-là. Mais en réalité, c'est une chose assez simple. Hein. Et moi, en fait, je vais revenir un peu sur mon parcours comme tu m'as demandé. En fait, Ouais. moi, j'ai été étudiant. Après que j'ai eu mon bac, Mhm, je suis allé faire des études supérieures. mhm. Donc, à l'époque, c'était les hautes études de comptable et financière, HECF. C'était donc des études qui avaient pour avantage et pour objectif plus tard d'être expert comptable. Donc, je suis toujours dans cette logique-là. Je ne suis pas sorti de cette logique-là. Ok. Alors, dès la première année, j'ai eu la chance quand même. Parce que Mhm, le principe est venu du fait que je suis allé une fois représenter mon école quelque part. mhm. Et de ce fait-là, j'ai eu l'occasion de rencontrer le président de l'association des DRH du Sénégal. Ok. Donc, peut-être que ça a été une chance pour moi. Alors, c'est de là où tout est parti. Mhm. C'est cette personne-là qui m'a mis en rapport avec d'autres gens. Et c'est à partir de là que j'ai eu une alternance, disons, on peut appeler ça comme ça, une alternance entre l'école et un cabinet comptable. C'est-à-dire que dès que je n'avais pas cours, on avait des emplois de temps flexibles et des heures creuses. Et dès que je n'avais pas cours, par exemple, je gagnais le cabinet. Ok. Et vu que aussi mon papa, il a évolué dans le secteur de la gestion aussi, la comptabilité a été une chose que j'ai maîtrisée. Je ne dirais pas maîtriser carrément, mais bon, en tout cas, dont j'avais une maîtrise, en tout cas, euh, assez bien pour que je puisse être performant là-dedans, quoi. Donc, c'est de là où tout est parti en réalité. Après Mhm, l'alternance, là, par exemple, j'ai eu mhm. l'occasion de fréquenter d'autres entreprises, des entreprises nationales, comme la Sénélec, par exemple. J'ai fait aussi brièvement l'agence des aéroports du Sénégal, l'ADS. Et j'ai fait d'autres entreprises aussi, des PME, des entreprises privées, etc., où j'ai eu à gagner le maximum d'expérience. Mhm. Alors, c'est en 2017 que j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, en fait. Et j'ai dû créer une entreprise. Ça n'a pas marché parce qu'au début, il y avait une entreprise que je créais avec 9 autres personnes. C'était ambitieux de notre part. Ouais. D'accord. Alors, cette association-là n'a pas marché parce que on avait des divergences de points de vue à la fin. Mhm. Ensuite,
c'est là que je me suis, auto-reconverti en entrepreneur solitaire, d'accord? Et c'est là que j'ai créé Media Pro Africa. Alors, Media Pro Africa, je l'ai créé comme ça. Ensuite, je suis là, je le gère jusqu'à présent. Et voilà, quoi, alhamdoulilah. D'accord. En bref, c'est ça. Merci beaucoup. Merci Faboré. Alors, sur ce que vous venez de dire, il y a une chose qui a attiré mon attention. C'est qu'en 2017, vous avez créé avec 9 autres personnes une entreprise. Mais si je comprends bien, c'est une entreprise qui malheureusement n'a pas marché. Est-ce que vous Exactement. pouvez revenir un peu sur les facteurs bloquants, sur ces choses-là qui ont empêché cette entreprise de décoller? Est-ce que la collaboration ou le manque de collaboration y est pour quelque chose? Est-ce que ce sont des personnes, des amis? Est-ce que ce sont des anciens camarades de promo? Quelles étaient ces personnes-là? Pourquoi cette entreprise n'a pas marché selon vous? En réalité, j'ai même écrit un article là-dessus, hein, parce que moi, quand j'écris les articles là, c'est par rapport à mon vécu. D'accord? Ce ne sont pas des théories en l'air, en fait. Ce sont des articles que je base sur le vécu, en fait. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on était 10 personnes. On avait ensemble créé une association d'aide, hein, des associations de bienfaisance, là, etc., etc. On avait créé ça, ça avait marché et tout. Et c'est de là où, par exemple, c'est-à-dire que j'avais une personne, un ami, avec qui on avait les mêmes objectifs presque. D'accord? On avait la même vision des choses. Mais on a été un peu gourmand, je dirais. Ou bien on a été trop ambitieux. On a dit non, nous deux, ça ne sera pas suffisant. On va essayer de mettre à concours les autres. D'accord? C'est là où on a demandé aux autres de venir investir, de venir ensemble. On va créer une entreprise, une très grande entreprise qui sera demain parmi les entreprises de renom du Sénégal. OK. Donc, c'était ça. Le problème de départ, c'est que on était des amis. C'est ça le premier problème. On était des amis. Donc, le fait qu'on soit des amis, excuse-moi, le fait qu'on soit des amis a fait que, par exemple, qu'on pense que tout allait marcher, comme sur des roulettes. Parce qu'on s'entendait bien au niveau personnel et tout ça là, et on pensait que ça allait se répercuter naturellement au niveau professionnel. Alors que tel n'était pas le cas. Alors, c'était pas évident. C'était pas évident. On est allé, en fin de compte, on a vu qu'on était amis et tout ça là, on traînait ensemble peut-être 7 jours sur 7, mais le problème c'est qu'on n'avait peut-être pas les mêmes objectifs professionnels. On n'avait peut-être pas la même vision du monde professionnel. Et c'est ça qui a été le quart bloquant en fait. Exactement. Donc, ma petite expérience, en fait, ou bien les questions que je pose un peu partout, hein, je commence à croire, je ne dis pas que c'est ça, hein, mais je commence quand même à croire que être ami avec, on peut être de bons amis, mais ne pas pouvoir collaborer dans l'entrepreneuriat, ne pas pouvoir collaborer dans le milieu professionnel. En tout cas, ça, c'est une question que je pose comme ça. Donc, on peut dire que le manque de collaboration y était pour quelque chose, hein, déjà, pour cette entreprise. Et Media Pro Africa, vous l'avez créé en quelle année? Donc, ça, c'était en 2017. Et Media Pro Africa, vous l'avez créé en quelle année? Oui, en réalité, après avoir démissionné de cette entreprise-là, c'était une entreprise en construction, en fait. Ok, avec les 9 personnes. Hein? L'entreprise n'était, oui, avec les 9 autres personnes. L'entreprise n'était pas immatriculée, mais en réalité, c'était une entreprise donc en construction et tout. Donc, quand j'ai démissionné de mon poste de cofondateur et tout ça là, je pense 2 ou 3 mois plus tard, j'ai systématiquement créé Media Pro Africa.
D'accord. Alors, c'était aussi un moyen pour moi de montrer que peut-être le problème ne venait pas de moi, Ok. personnellement. Parce que si ça dépend que de moi, je peux bien créer quelque chose qui ira de l'avant. Ouais. D'accord? Donc c'était un peu aussi un moyen, une preuve de montrer que le problème ne venait pas de moi. Donc, Ok. c'est de là que tout est parti. On a créé Media Pro Africa. On a fait 3 mois d'exploitation. On l'a créé en septembre, en fin septembre. On a démarré les activités en octobre, etc. Mhm. Ensuite, la première année, naturellement, on fait une grande perte. Ensuite, la Mhm. deuxième année, on essaye de réajuster. Et peut-être la troisième année, on commence à peut-être récolter le fruit de notre labeur. Et on est à la troisième année, hein, en On est à 2020. on est à la troisième année. D'accord. Alors, donc j'imagine hein, que je me dis que Faboré est relativement jeune. Hein. Quand je regarde Faboré, je me dis qu'il est relativement jeune. Alors, ma question, c'est de savoir, en 2017, quand Faboré a voulu se lancer seul dans l'entrepreneuriat, est-ce qu'il y a eu des doutes? Est-ce qu'il y a eu des peurs? Parce qu'en fait, c'est ce qu'on voit généralement dans notre contexte, des jeunes qui veulent se lancer, mais qui n'osent pas se lancer, qui ont peur, qui doutent. Est-ce que Faboré a vécu ces peurs et ces doutes-là? Et qu'est-ce qui vous a permis de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Euh, les doutes, je ne pense pas trop, parce que je suis quelqu'un de têtu en réalité. Et souvent, les gens qui sont têtus ne doutent pas par rapport c'est-à-dire que, comme on dit en Wolof, lu ñu matt day dagg, tant que daggul du ñu bàyyi. Ouais. Alors, c'est un peu ça. Donc, quand on est têtu souvent, les doutes là, on les met de côté. Mais en réalité, peut-être la peur, c'était la peur de décevoir tout le temps. Moi, c'est ma plus grande peur, hein. Que ça soit Dieu, que ça soit ma famille, que ça soit mes amis, etc. J'ai toujours peur de décevoir. Mhm. C'est pourquoi je fais tout mon maximum pour faire en sorte que tout se passe bien, etc., etc. Sinon, j'avais peut-être un avantage conjoncturel, Mhm. d'accord? Parce que, par exemple, moi, j'évoluais dans le secteur tertiaire en réalité. Alors, le secteur tertiaire, c'est un secteur où, par exemple, les coûts sont souvent minimes, presque inexistants, Mhm. d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on vient, on met en concours son savoir, son Ouais. savoir-faire, on gagne des marchés, par exemple, on travaille et puis voilà, c'est fini. On gagne notre argent. Mhm. Donc, en réalité, il y a pas beaucoup de dépenses. Ouais, 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 Donc, c'est pourquoi je n'avais pas trop peur, parce que j'évoluais dans un secteur bien déterminé, qui était le secteur tertiaire. Il n'y avait ouais. pas de marchandises à acheter, il n'y avait pas de matières premières à acheter, à transformer plus tard, etc., etc. Mhm. Donc, il y avait juste le savoir qu'il fallait mettre à concours, le savoir-faire, et Ouais. ensuite faire tout le nécessaire pour que le travail qu'on était en train de faire soit irréprochable, d'accord? Mhm. Et effectivement, le lendemain, c'est la communication de bouche à oreille qui va régler toutes les choses en réalité. Parce que dès que tu fais un travail qui est très bien fait, demain, c'est le client là pour qui tu l'as fait qui va demander à une autre personne d'aller voir Faboré tout simplement parce que Faboré, il fait bien ce qu'il fait. Ouais, ce qui veut dire que oui, on peut se lancer dans l'entrepreneuriat, mais Exactement. il faut Sans, s'assurer sans, sans, de. sans Ouais. investissement, hein. C'est-à-dire, comme les gens ont l'habitude de le dire, tout le temps, par rapport à l'entrepreneuriat, souvent on dit non, je n'ai pas de financement, je n'ai pas de financement. On peut se lancer dans l'entrepreneuriat en s'autofinançant, sans attendre ni l'État, ni les parents, ni quelqu'un d'autre. Explique-nous. Ça nous intéresse. Euh, comment J'ai j'ai- j'ai vous y même êtes. écrit un article par rapport à ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, si vous prenez mon exemple, moi, Mhm. au moment de créer mon entreprise, je n'ai dépensé que 22 000 francs ou 24 000 francs. C'est-à-dire 10 000 francs pour le brevet de mon nom commercial, 10 000 francs pour les frais de greffe, je ne sais pas quoi, Mhm. deux timbres de 2 000 francs pour les timbres, d'accord? Pour trouver mon INEA, mon risque de commerce, etc. D'accord? Ok, ok, Donc, en réalité, ce sont peut-être les 24 000 francs là qui m'ont servi de départ. d'accord. Ensuite, il faut évoluer comme on a l'habitude d'évoluer en réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que pour aller à l'école, par exemple, il faut un petit transport. Il faut au moins prendre le bus.
D'accord? Pour aller quelque part aussi, c'est la même chose. Donc aujourd'hui, si on arrive à trouver, par exemple, quelqu'un qui doute peut-être de tes compétences, parce que il n'est pas assuré que tout le monde soit au courant de tes compétences, etc., etc. Mais au moins que tu aies une personne qui doute au moins de tes compétences, quoi. Hein? Et puis, que tu viennes en bon guerrier, que tu dises que ça, tu peux le faire. Et en réalité aussi, il faut pouvoir le faire. C'est important. Ouais. Il faut être compétent, quoi. Moi, c'est ça ma philosophie. Moi, j'insiste beaucoup sur la compétence. Parce que de nos jours aussi, on voit beaucoup des gens comme moi hein, qui se proclament consultants en ceci, en cela, alors qu'en réalité, ils n'ont jamais prouvé le fait d'être ce consultant-là. Parce qu'avant de conseiller, il faut être compétent dans la chose dans laquelle on donne des conseils. D'accord? Donc, c'est juste ça. Alors, je disais tout à l'heure qu'il fallait être ambitieux, courageux, d'accord? Et prendre les dossiers en main, les traiter comme on le faisait, par exemple, dans les autres cabinets ou en classe. C'est là où, par exemple, cette expérience-là et cette compétence dont je parlais tout à l'heure là est importante. Parce que si on n'a pas, on n'est jamais suffisant en expérience professionnelle, j'ai l'habitude de le dire. Mais il y a un minimum, en fait. Il faut être, surtout quand on va investir dans le secteur tertiaire, où ce sont des services. Il faut être compétent dans le service qu'on preste. D'accord? Youssou N'Dour, par exemple, c'est un grand artiste, un grand chanteur, mais il est compétent, c'est pourquoi il gagne des marchés un peu partout. Alors, c'est la même chose. Si on est compétent aussi, on peut gagner des marchés ici au Sénégal et même dans la sous-région. On est dans une communauté économique. D'accord? Souvent, ce qu'on fait au Sénégal, c'est ce qu'on reproduit au Mali ou en Côte d'Ivoire, etc., etc. Donc, il suffit juste d'être compétent et d'être courageux et de se lancer. On n'a pas besoin de grand-chose parce qu'en réalité, tout ce qu'on fait, c'est donner son savoir, son savoir-faire et en retour, il y a une richesse qu'on crée. Parfaitement d'accord. Parfaitement, Fabien. C'est intéressant. Alors, là, vous venez de parler de la sous-région. En fait, je voudrais savoir, la sous-région fait partie de tes objectifs à court, moyen ou long terme, ou bien actuellement, vous vous êtes lancé dans la sous-région? Oui, en 2019, en 2019 ou 2018, je ne sais plus quelle année, c'est là où je me suis lancé dans la sous-région en réalité. J'ai commencé en Gambie. D'accord? C'était dans la communication, surtout dans la communication digitale. Donc, je me suis lancé là-bas avec une de mes marraines, d'accord, Madame Doucet, je vais dire son nom. C'est une personne qui m'a beaucoup soutenu dans ma vie, surtout dans ma vie professionnelle, d'accord? D'accord. Alors, c'était déjà ma professeure à Saint-Michel, d'accord? Donc, elle m'a enseigné et tout. Ensuite, elle s'est chargée des relations, comment on appelle ça encore? Des relations extérieures, je pense. OK, et de l'insertion des étudiants dans le milieu professionnel. OK. Donc, elle m'a beaucoup aidé. On est allé ensemble en Gambie. J'ai montré là-bas mes services et tout ça là. Et les gens étaient vraiment intéressés. Donc, aujourd'hui, la perspective, c'est effectivement de se développer dans le reste de la sous-région et aussi en France. Parce que, en réalité, nous, souvent, on est Sénégalais, on dit, ouais, la France vient investir au Sénégal, la France vient investir au Sénégal, l'Occident vient investir au Sénégal, les Européens, les Américains, les Asiatiques, etc. Tout le monde vient investir au Sénégal, mais jamais on voit les Sénégalais aller avoir le courage d'aller investir en France. Moi, j'ai dit que la perspective pour le moment, c'est le reste de la sous-région et la France. Ensuite, j'ai écouté M. Trudeau, le Premier ministre canadien. Je l'ai écouté quand il était venu au Sénégal. Je l'ai bien entendu, je l'ai bien compris. Et je me suis dit, après la France, ça sera le Canada. Le Canada, pourquoi pas? Donc aujourd'hui, bien sûr. Aujourd'hui, moi, je suis dans la perspective d'aller investir en Occident, en même temps qu'au Sénégal et dans la sous-région.
C'est ça. Parce que moi, je peux pas concevoir le fait que nous, qu'on reste là à se lamenter toujours sur notre sort, dire que voilà, les Européens, les Occidentaux viennent toujours investir au Sénégal, prendre tout ce qu'il y a à prendre, créer de la richesse et la monnaie en Europe. Et pourquoi pas faire comme Youssou N'Dour, dont je parlais tout à l'heure. Youssou N'Dour, il part à Bercy, il gagne là-bas de l'argent, il ramène ça au Sénégal. Tout revient. Oui. Ben, on peut aller aussi faire autre chose en France, gagner de l'argent et ramener ça au Sénégal. Pourquoi pas? Bien sûr. Pourquoi pas? En tout cas, ça me fait plaisir. Hein. Ça me fait très plaisir d'entendre ça d'un jeune. Ça me fait, enfin, ça me pousse à croire que l'espoir est permis. Parce que, effectivement, j'ai l'habitude de poser la question de savoir, après l'indignation, qu'est-ce que nous faisons? Parce que j'ai comme l'impression qu'en Afrique, nous, euh, nous aimons bien nous lamenter, nous nous indignons. Les Français viennent investir ici. On fait que nous indigner. Mais après, au-delà de l'indignation, qu'est-ce que nous faisons concrètement? Ce sont des questions que je me pose. Et là, je vois un jeune qui a un état d'esprit, qui a un mindset proactif. Et je pense que c'est hyper important, la proactivité. Donc ça, vraiment, je t'en félicite et je t'encourage. Je t'encourage vraiment cette dynamique d'internationalisation, hein, de penser Sénégal, de penser Afrique, mais de penser le monde. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à ce niveau. Et tout à l'heure, vous avez parlé de digital. Et il faut comprendre que nous sommes aujourd'hui dans un village planétaire. Hein, on l'a toujours dit, mais aujourd'hui encore, ça se confirme. Et cette période nous montre que ça se confirme. Aujourd'hui, avec les visioconférences. La preuve, c'est que là, je suis chez moi, vous êtes chez vous, Abdoulaye est chez lui, on est en train de faire une émission. Voilà. Donc, ce sont des outils aujourd'hui qui peuvent nous permettre vraiment d'avoir accès ou de pouvoir réaliser des choses qui étaient difficiles ou compliquées dans le passé. En tout cas, je vous y encourage vraiment. Et ce que je voulais ajouter par rapport à ça, Oui. il y a quelque temps, un mois ou deux, je parlais à un collaborateur français. Il m'a répété quelque chose que je veux partager avec le reste des Sénégalais et peut-être avec le reste des Africains. Il m'a dit, vous savez, les Européens, quand ils parlent de milliards, ils ne parlent pas de milliards en francs CFA. Ils parlent de milliards d'euros. Oui. D'accord? Il m'a dit, dans 10 ans, quiconque voudra être milliardaire, s'il ne vient pas en Afrique de l'Ouest, il ne l'aura pas. C'est un message très fort qu'il vient de nous lancer. En tout cas, moi, ce que j'ai compris, c'était soit nous, on prenait nos responsabilités et on investissait au Sénégal et tout ça, là, après, on gagne notre argent, on le garde ici, ou bien on prend encore cet argent, on va investir autre part aussi. Soit on fait comme à l'accoutumée, on laisse les autres venir, investir, prendre l'argent et repartir. Hein? Oui, oui, oui. Parfaitement d'accord. Le message est très fort et c'est la triste réalité. C'est la triste réalité. Mais aujourd'hui, je pense que c'est important, c'est important de faire des sensibilisations. C'est important de dire à cette jeunesse africaine, c'est important de dire à cette jeunesse sénégalaise que le monde est en train d'évoluer. Aujourd'hui, nous pouvons nous rendre compte qu'il y a beaucoup de distractions. Hein, beaucoup de distractions, j'ai l'habitude de le dire. Si on ne fait pas attention, beaucoup de choses vont nous échapper. Aujourd'hui, le monde évolue, mais évolue à très grande vitesse. Et l'Afrique, comme vous venez de le dire, je ne dis pas que c'est le futur du monde, mais aujourd'hui, ça se passe en Afrique, ça se joue en Afrique. Et eux, ils l'ont compris, ils sont en train de venir se positionner. Ils sont tous en train de venir se positionner. Mais au-delà de l'indignation, on va demander à la France de sortir de chez nous. Non, ils ne vont pas sortir parce qu'ils sont. Non. Mais le combat, c'est à un autre niveau. C'est nous, les Africains, c'est nous, Sénégalais, qui devons marquer notre empreinte. C'est nous, Sénégalais, c'est nous, Africains, qui devons nous lancer dans l'entrepreneuriat, qui devons investir. Et je pense que c'est dans cet état d'esprit que nous devons nous mettre. C'est nous, la jeunesse africaine, qui devons développer nos compétences. Aujourd'hui, l'information est disponible, les connaissances sont disponibles. Et j'ai l'habitude de dire que quand tu as plusieurs sources d'information, tu es responsable de ton information. Donc ça, franchement, ça fait plaisir. Exactement. J'ai l'habitude de dire à un cousin, lui, c'est quelqu'un qui est souvent contre l'État, tout le temps. Alors, son problème, c'est
C'est pourquoi l'État laisse les Français et les autres venir investir au Sénégal, etc., tout le temps. Mais je dis, l'État, souvent, il n'a pas le choix. Hein. Parce que s'il ne le fait pas, moi, je ne vais pas me faire payer un salaire. Toi, tu ne vas pas te faire payer un salaire, etc., etc. C'est-à-dire que c'est nous, nos investisseurs nationaux, qui investissent souvent mal. Oui. Il faut le dire, il faut le dire. Ils placent souvent mal leur argent. C'est-à-dire que c'est toujours bien de construire des immeubles et tout ça là. Mais est-ce qu'en réalité, il faut toujours le faire? Et souvent, les gens qu'on voit construire des immeubles au Sénégal, ils sont souvent à leur 10e immeuble. C'est ça le problème. C'est-à-dire Oui. qu'aujourd'hui, même souvent, on se note un secteur. Bon, peut-être que par rapport à la COVID, les gens en sont conscients maintenant. Mais par exemple, les Sénégalais de l'extérieur, mais ce sont des gens qui participent majoritairement à l'économie de ce pays-là. Mais en réalité, voyez bien, tous ceux qui sont en train d'injecter au Sénégal sont destinés à l'autoconsommation. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. C'est-à-dire que si moi, je suis à l'extérieur, souvent, il faut le dire aussi, quand on est en Occident, on se fait payer un salaire qui peut servir 10 fois le même profil, la même fonction au Sénégal. C'est-à-dire que tu es là, on te paye 100 000 francs, tu vas là-bas, on te paye 100 000 euros, par exemple, pour le même travail, supposons. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est lié aussi à une conjoncture économique. Mais en réalité, moi, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que il faut que, par exemple, les Français, comme on a l'habitude de le dire, arrêtent un peu de construire des immeubles et investir, par exemple, dans le secteur industriel, par exemple, le secteur secondaire, d'accord? Parce qu'un pays qui ne s'industrialise pas, ce pays-là ne va pas créer de valeur ajoutée. Hein. Donc, nous, en réalité, à part l'arachide là et quelques ressources naturelles qui, en réalité, ne pèsent pas sur notre économie, à part, par exemple, le fisc, les droits de douane, etc., etc., à part le secteur tertiaire dont je parlais tout à l'heure, parce que, mine de rien, le Sénégal, niveau secteur tertiaire, l'économie est vraiment... Ça va, quoi. C'est-à-dire que donc c'est quelque chose qu'il faut encourager aussi. Mais aussi, quand les gens gagnent de l'argent dans le secteur tertiaire, il faut qu'ils se reconvertissent aussi dans un autre secteur. C'est-à-dire que quand moi j'ai assez d'argent dans le secteur tertiaire, je vais peut-être demain investir dans le secteur primaire ou dans le secteur secondaire, tout simplement. Parce que aussi un pays doit vivre de son agriculture. Un pays doit vivre de ses produits finis. Mais il ne faut pas toujours prendre tout ce qu'il y a comme matière première, l'amener, ensuite espérer revenir. Ça, on va toujours rester là à pleurer ce que Senghor pleurait, la DTE, la détérioration des termes de l'échange. Donc, c'est un peu ça, quoi. Je pense qu'on a assez parlé de l'économie. Je vais te laisser continuer, quoi. Et je me demande jusqu'à quand. Non, c'est important. C'est important ce que vous venez de dire. C'est très important. Parce que oui, on peut parler de l'entrepreneuriat. L'État peut encourager l'entrepreneuriat, mais aujourd'hui aussi, il faut que les entrepreneurs sénégalais, parce que tout à l'heure, vous l'avez dit, et c'est important. On nous demande pourquoi est-ce qu'on donne les marchés peut-être aux autres. Mais je me demande l'entrepreneur sénégalais aussi, parce que tout à l'heure, vous avez dit quelque chose d'hyper important. Ce sont les compétences. Il faut qu'on soit compétent. Quand nous nous lançons dans un domaine, il faut que nous ayons les compétences requises. Mais aujourd'hui, la remarque aussi que j'ai eu à faire, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs sénégalais qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui arrivent à gagner des marchés. Mais quand vous les donnez ces marchés-là, malheureusement, l'exécution des marchés, franchement, il faut oser dire les choses comme telles. Malheureusement, et ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Aujourd'hui, il faut que ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat aussi, il faut qu'ils prennent conscience du fait que nous devons avoir des standards de qualité. Nous devons rendre notre travail de qualité. Nous devons avoir des exigences, en fait. Mais malheureusement, parfois, on se laisse, on est trop laxiste. Il faut oser dire les choses. Il faut creuser l'abcès. Mais c'est ça la réalité. Donc, je pense qu'il faut que nous développions nos compétences, mais il faut que nous soyons plus exigeants sur le résultat. Il faut que nous soyons plus exigeants sur le rendu final. Malheureusement, c'est ce qu'on ne peut pas faire. C'est important. Donc, ce que vous venez de dire, pour moi, c'est hyper important. Alors, on revient un peu sur Media Pro Africa. Je voudrais, parce que, bon, comme on a dit, hein, cette émission aujourd'hui vise à
sensibiliser les jeunes, à faire découvrir des métiers. Aujourd'hui, on parle de l'entrepreneuriat. Donc, c'est important aussi de donner certains tuyaux aux jeunes. Oui, c'est bien de se lancer. Parfois, on a peur, parfois, on arrive à surmonter ces peurs-là. On arrive à se lancer. Mais je voudrais savoir les clients, les premiers clients, ces premières personnes qui vont, par exemple, voir un favori qui paraît relativement jeune. Quels sont ces gens-là? Ou bien, comment est-ce que comment est-ce que vous pouvez arriver à convaincre ces personnes à vous faire confiance et à vous donner des marchés dans le cadre de Mediapro Africa, en tant que jeune entrepreneur qui vient de démarrer dans un domaine? Effectivement, en réalité, ce sont les premiers clients, ce sont des gens de notre entourage, en réalité. Okay. Il ne faut pas les snobber. Ce sont des gens de notre entourage, parce que tu ne peux pas venir juste comme ça, démarrer une entreprise et dire que voilà, moi je suis compétent sans pour autant réaliser aucun travail. Et il faut savoir qu'avant Mediapro Africa, par exemple, ma personne physique intervenait souvent dans quelques entreprises que ce soit. Donc, pour des études peut-être en comptabilité, etc. etc. Il y avait par exemple les états financiers que je pouvais bien faire pour une petite entreprise, SMT, c'est pas difficile, quoi, on fait ça vite fait, et puis voilà. D'accord. Donc, c'est de là où tout est parti en réalité. Ensuite, là-bas, c'était par exemple quoi? Les 5% retenus à la source. Mais quand il s'agit de Mediapro Africa, il faut tout simplement facturer. Ensuite, aller payer l'impôt à la fin de l'année. Mais aujourd'hui, ce premier client-là, c'est souvent quelqu'un de ton entourage. Peut-être que tu as quelqu'un de ton entourage qui est... Bon, de toute manière aussi, à la base aussi, il faut une bonne publicité. Il faut une bonne publicité. Après cette publicité-là, on va te tester. Il y aura toujours des gens qui vont te tester. Parce que moi, en réalité, on est croyant aussi. Il ne faut pas se voiler la face. Moi, j'ai l'habitude de dire souvent, posez la première pierre et Dieu va vous construire un immeuble. Moi, c'est ce que j'ai dit. C'est Dieu qui construira l'immeuble. Mais c'est à toi de poser la première pierre. Ça, c'est le croyant qui parle. Voilà. Mais ensuite, là, souvent, on ne sait même pas qu'est-ce qui motive cette personne-là à venir te voir. Mais en tout cas, il faut faire de la bonne publicité, prendre son téléphone souvent, appeler les gens, leur dire que bon, bah, écoute, tonton, voilà, mon ami, voilà, grand, quand il m'a dit que je bon, mais ben marché, bu jëm ci affaire non, mais jox ma ko mu dooral la ko. Affaire kërëb. Non, yow, sans grand, dama la koy defal gratuitement, wala affaire demee non. Il ne faut pas tout le temps penser à l'argent. Il ne faut pas tout le temps penser à l'argent. C'est-à-dire qu'au début, il ne faut pas penser à l'argent. Moi, au début, par exemple, je faisais des choses gratuitement. C'est en 2018, non, en 2019 que j'ai dit que j'ai arrêté de faire des choses gratuitement et que j'avais des nouvelles charges. Parce qu'en réalité, comme je te l'ai dit tout à l'heure, au début, j'ai investi dans le secteur tertiaire. Il n'y avait que des services. Mais à la fin, après avoir amassé un peu d'argent, j'ai pris cet argent-là, j'ai investi ça dans le secteur secondaire. J'ai acheté des machines. J'ai acheté des machines pour créer des objets publicitaires. Donc, c'était dans l'impression de support de communication et de publicitaires. Donc, c'est là où, peut-être, à notre niveau, la communication gagne son terrain. D'accord? Donc, on a acheté ces machines-là et maintenant, on est industriel niveau imprimerie. D'accord? Donc, souvent, on crée de la richesse facilement avec le secteur tertiaire, mais il ne faut pas se limiter là-bas. Demain, on va penser peut-être à tout simplement transformer le coton, par exemple, ou bien investir dans le milieu agricole, etc., etc. Ça se passe comme ça, une vie, ça se passe comme ça, une entreprise. On a tout le temps une naissance, d'accord? On a un développement, une maturité. Ensuite, on a l'apogée. Quand on atteint l'apogée maintenant, il faut changer de paradigme. D'accord? C'est-à-dire, arrivera un moment, je ne vais plus parler tout simplement de la communication, de la comptabilité, mais je vais investir dans d'autres secteurs, sinon je vais disparaître. C'est ça le cycle d'une entreprise. Soit on change de paradigme à la fin, à l'apogée,
soit on disparaît. Parce qu'après l'apogée, c'est le déclin si on ne change pas de paradigme. Exactement. Parfaitement d'accord. Donc, c'est ça en réalité. Ces gens-là, ils vont venir. Ensuite, c'est eux-mêmes qui feront la publicité. C'est eux-mêmes qui demanderont aux autres de venir te voir parce que tout simplement, tu leur as fourni un service irréprochable. Parfaitement d'accord. Donc, sur ce que vous venez de dire, on peut retenir 2 ou 3 choses. La première chose, c'est que le jeune entrepreneur aussi, il faut qu'il fasse des prospections. Il faut qu'il se lève, il faut qu'il prenne son téléphone, il faut qu'il se déplace pour faire de la prospection, pour être visible, pour montrer à tout le monde que je sais faire ça et je me suis lancé dans ça. Ça, je pense que c'est la première chose. Quitte à le faire gratuitement. Voilà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un investissement dans la communication. Voilà, c'est ne pas penser à l'argent dès le départ. Première chose. C'est la deuxième chose, ne pas penser à l'argent dès le départ. Et après, troisième chose aussi, c'est de reconnaître ce moment-là où tu vas maintenant démarrer à penser de l'argent et à s'étendre en tant qu'entreprise. Je pense que c'est super important. Alors, bon, je vois qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais je voudrais qu'on parle après un peu de Megapro Africa, que vous nous présentiez la structure pour que aujourd'hui, si Wamed Demi ou Abdoulaye voudrait faire appel au service de Megapro, ils savent exactement ce que propose Megapro. Mais avant ça, j'avais une question toujours sur l'entrepreneuriat. Nous sommes dans un contexte un peu difficile, hein, un contexte sénégalais où le jeune entrepreneur qui veut démarrer se met en général face à beaucoup de difficultés, beaucoup de blocages. Tout à l'heure, vous avez énuméré une dame qui vous a soutenu, hein, qui vous a beaucoup soutenu. Et ça me fait penser en fait à... Nous sommes dans un contexte où le jeune entrepreneur n'est pas très soutenu. Le jeune entrepreneur fait face parfois à certains propos qui peuvent le décourager. Le jeune entrepreneur fait face parce que parfois l'entourage ne le fait pas de mauvaise foi, hein, mais l'entourage aussi a des paradigmes qui font que, en général, ces personnes de notre entourage ne sont pas des entrepreneurs. Donc, si on voit un jeune qui veut quitter son emploi, par exemple, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, ou un jeune qui sort de l'école et qui dit non, moi je ne voudrais pas aller travailler en entreprise, je voudrais me lancer dans l'entrepreneuriat, il va rencontrer beaucoup d'opposition. Mais nous sommes aussi dans un contexte où les gens ne collaborent pas, nous sommes dans un contexte où les gens ne te motivent pas, ne te supportent pas. Enfin, c'est des constats que j'ai eu à faire. Et je voudrais que vous me dites, selon vous, quels sont les blocages en général que les jeunes entrepreneurs rencontrent généralement au Sénégal. Bah, écoutez, aujourd'hui, il faut se suffire tout simplement du soutien des parents en réalité. Parce que effectivement, tout à l'heure, j'ai parlé de cette dame-là, mais avant cette dame-là, en amont, il y a eu mes parents. Hein. Sans le soutien de mes parents, il n'y avait rien. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, je dis souvent que j'étais assimilé à une situation conjoncturelle, comme quoi que je n'ai pas eu à aller payer un bureau. Je ne paye pas le loyer, par exemple, pour payer les locaux. Donc, alhamdoulilah, j'ai eu l'occasion de naître dans une famille peut-être qui avait peut-être ces locaux-là et qui les ont mis à ma disposition. D'accord? Donc, pour dire tout simplement que le premier soutien, ce sont les parents. Si on perd le soutien des parents, on ne va plus avancer. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Parce que c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est par rapport à une situation culturelle, d'accord, de ce pays-là. Donc, en réalité, il faut se suffire tout simplement du soutien des parents. Si on a le soutien des parents, peu importe si les autres nous soutiennent ou pas, on ira de l'avant. Mais si on perd le soutien des parents, c'est là où on peut avoir des blocages. Parce que en réalité, même si tu arrives à trouver un local à payer tous les mois et que tu as vraiment l'argent pour payer tous les mois ce loyer-là, si par exemple ta mère ou ton papa te dit hey, yow li ngay def ni jëmu kër
tu ne réussiras pas dans tes entreprises-là. Mais psychologiquement, ça te freine. Un parent qui parle à son fils, c'est lourd. C'est un poids. Alors, si on a la motivation, ne serait-ce que des parents, moi, je pense que tout ira bien. Mais si on a de la réticence de la part des parents, c'est là où on aura un problème parce que ça va peser psychologiquement avant quoi que ce soit. Ça va peser. Mais même si on essaye de forcer, de tout faire et tout ça là, il y aura toujours une partie de notre cerveau qui nous dira, notre subconscient, disons, qui nous dira, tiens, papa ou maman n'est pas d'accord. Bon. Il y a eu, pour des gens de ce pays-là, il y a eu des gens, au départ, le papa n'était pas d'accord, mais à la fin, ils se sont résignés à être d'accord, quoi. Ouais, je comprends, hein, je comprends ce que vous venez de dire. En fait, c'est de toujours chercher la bénédiction des parents. Et ça, je pense que ça intéresse aussi les jeunes pour qu'ils essaient de tomber d'accord avec les parents. Même si le parent... Tout est une question de communication. Hein. C'est-à-dire qu'il faut tout simplement parler aux parents. Parce que souvent, le problème qu'on a souvent avec les parents, et surtout souvent quand on est un garçon avec papa, c'est un conflit intergénérationnel en réalité. Donc, c'est un conflit de génération. C'est-à-dire que on ne se comprend pas. Mais si on arrive à discuter et faire en sorte que maman fasse intermédiation, ça peut faire la chose. Je parle par rapport à notre culture. Exactement. Je comprends. C'est pourquoi je dis les jeunes, oui, doivent. Ça, c'est une interpellation des jeunes, mais en même temps aussi, c'est une interpellation à l'égard des parents. Hein. Des parents, bien sûr. Les jeunes, oui, doivent toujours essayer d'avoir la bénédiction des parents. Comme vous dites, c'est notre contexte. Exactement. Et psychologiquement, vous l'avez très bien précisé, c'est important, parce que l'entrepreneur aussi, il a besoin d'être dans un certain état d'esprit. Un état d'esprit positif qui va à coup sûr lui permettre de réussir dans ses entreprises, mais il doit avoir un soutien psychologique. Et comme tu as dit, cette personne qui est le parent ou qui représente l'autorité parentale, ses propos, sa bénédiction, en tout cas, ont une grande importance pour nous et psychologiquement. Donc, nous, jeunes, nous devons d'abord avoir la bénédiction des parents. Comme les parents disent non, on ne demande pas de reculer, mais essayer de communiquer avec eux pour leur faire comprendre ce que toi, en tant que jeune, tu as compris. Et je pense qu'avec une communication, avec une stratégie, comme tu as dit, on peut y arriver. Mais ne pas aller vers le tiraillement, ne pas aller vers le clash, c'est important. Parce que les réalités... ça va pas réussir. Voilà, le tiraillement avec les parents, ça va pas. Exactement. Donc maintenant, c'est aussi à l'égard des parents aussi, on leur demandera aussi d'écouter leurs enfants, de prêter cette d'être flexible. Il faut écouter les enfants, mais il ne faut pas... C'est-à-dire que tout le temps, dans la vie, il y a un stade de la vie où, par exemple, papa et fils ne doivent plus avoir une relation descendante, c'est-à-dire compte tenu de la hiérarchie et tout, il ne faut pas que papa dise... c'est-à-dire, arrivera un moment où forcément, il faut que papa communique latéralement avec son fils et vice-versa. Et éviter tout le temps le fait de faire subir au fils sa paternité. Parce qu'en réalité, ce qu'on dit en Wolof, comme quoi, boo doxee ba sol sa dàll papa mu jot la. noonu lañ koy waxee je pense en Wolof. nga dox ba sol sa dàll papa mu jot la. waaw nga war a toog nag nga xoolaat sa bopp. Je pense que c'est à ce moment-là, par exemple, où papa doit discuter avec toi, ou toi, que tu dois discuter avec papa de manière latérale, de manière à faire que ce soit une discussion entre un homme et un autre homme, tout simplement. Exactement. Et éviter de faire subir la paternité tout le temps. C'est important. Mais ça n'exclut pas le fait que papa reste papa. Hein. Ah oui, c'est clair. Oui. Ça, c'est clair. Il est papa, il sera toujours papa. Mais comme vous dites, hein, flexibilité des parents, respect toujours de la parentalité du jeune, mais flexibilité des parents.
C'est pas parce que je rêvais que mon fils soit un expert comptable qu'un jour, s'il me dit qu'il va se lancer dans autre chose, je vais aller vers. Il faut apprendre aussi à écouter les enfants, c'est important. Alors Faboré, maintenant la dernière question, hein. Je pense que nous arrivons au thème de cette émission. C'est de nous parler de Mediapro Africa, hein. Parlez-nous de Mediapro Africa. Qu'est-ce que vous proposez? Oui, Voilà. Parlez-nous de. Mediapro Africa, en réalité, et peut-être je vais en profiter pour parler de la différence entre un consultant et par Voilà, exemple un professionnel tout court. voilà, voilà. C'est-à-dire que Mediapro Africa ne te propose pas en réalité ce que tu ne peux pas te proposer toi-même. Mais vu que on est souvent confronté à une conjoncture où on évite par exemple de payer certaines charges sociales, par exemple, nous on peut te proposer, on te dit, écoute, monsieur, au lieu que vous engagez par exemple un comptable ou bien au lieu que vous ayez un service de communication à votre niveau, laissez-nous gérer votre communication ou laissez-nous gérer votre comptabilité en toute transparence. Et on vous gère ça et puis c'est réglé. Alors, aujourd'hui, donc, Mediapro Africa, tout ce qui concerne l'étude, l'assistance et le conseil dans les domaines précités, que ce soit en audit, que ce soit en contrôle de gestion, que ce soit en comptabilité, que ce soit en communication institutionnelle, etc., etc. Mediapro Africa est fournisseur. Ensuite, après avoir évacué ce secteur-là, on a investi, donc tout à l'heure, comme je l'ai dit, dans le secteur industriel, de par l'imprimerie. Donc aujourd'hui, dans l'impression de support de communication et d'objets publicitaires, Mediapro est fournisseur. Ensuite, vu qu'on ne peut pas parler de communication sans pour autant de nos jours parler de l'événementiel, Mediapro est régisseur événementiel. Alors, tous ces services-là, c'est ce que fait Mediapro. Mediapro est fournisseur de tout ce genre de services-là. Donc, allant de l'étude, de la conception, de la stratégie, donc à la réalisation jusqu'aux impressions de support de communication. D'accord. C'est important, c'est important. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, si moi, dans le cadre du cabinet Leadership Academy, par exemple, si je ne veux pas avoir un comptable en interne, je peux tout simplement faire appel à Mediapro Africa. À Mediapro va gérer ma comptabilité. Et je serai à l'aise vis-à-vis. Voilà. Exactement. Tu n'auras pas de charge sociale peut-être à payer pour. Je n'aurai pas, c'est important. C'est bon. Donc, c'est comme faire, par exemple, une entreprise comme la Sonatel, par exemple. La Sonatel, aujourd'hui, tous ces départements sont délocalisés et confiés à des sous-traitants. Donc, on est dans un monde où la sous-traitance a beaucoup de force, en fait. La sous-traitance gagne du terrain. Les gens ne se... Côté technique, en réalité, les gens ne se créent plus des départements ou des services, en réalité. D'accord? Donc, on sous-traite beaucoup de choses de nos jours. Et voilà, la comptabilité aussi aujourd'hui est une chose qu'on peut sous-traiter à un cabinet. D'accord. Et pour en revenir aussi par rapport à la différence entre un consultant, par exemple, et un professionnel tout court, c'est qu'un consultant, par exemple, souvent, tu es confronté à plusieurs plans. Supposons, dans le domaine de la comptabilité, un consultant en comptabilité, il est confronté à plusieurs plans comptables, par exemple. Aujourd'hui, il est confronté au plan comptable de l'entreprise de Nian. Demain, il est confronté au plan comptable de l'entreprise de Dibi, etc., etc. D'accord? Et souvent, c'est ça qui crée sa richesse intellectuelle. Par contre, quand on est tout simplement un professionnel dans une entreprise, par exemple, on se limite qu'à cette entreprise-là, en réalité. On voit que le plan comptable, par exemple, de cette entreprise. Voilà, on n'a pas. C'est pourquoi les gens qui sont en cabinet souvent ont plus d'épanouissement, d'accord, professionnel et ont plus d'épanouissement intellectuel que ceux qui sont contraints de rester dans une seule entreprise. Donc, c'est un peu ça. Mais tout est-il que aussi, avant d'être peut-être consultant, il faut souvent passer par... si on a la chance de passer directement par un cabinet, c'est l'idéal. Parce que
Tout le monde sait qu'aujourd'hui, par exemple, par rapport à la comptabilité, qu'un comptable de cabinet est plus fort, disons ça comme ça, entre guillemets, est plus fort et plus compétent, d'accord, si c'est le mot, qu'un comptable tout court qui ne gère qu'un plan comptable dans une entreprise bien déterminée. Parce qu'une entreprise, souvent, évolue dans un seul secteur. Alors que quand on est en cabinet, on peut avoir affaire à plusieurs entreprises qui évoluent dans différents secteurs. Donc, c'est ça en réalité. D'accord. Merci beaucoup, Favoré. Merci beaucoup. Je pense que c'est très clair. Et en tout cas, nous souhaitons plein succès à Mediapro Africa. Nous souhaitons plein succès. Nous espérons que Mediapro Africa fera partie de ces structures-là qui vont s'implanter en Europe, qui vont s'implanter aux États-Unis, qui vont s'implanter au Japon et en Chine. Ça, vraiment, on vous le souhaite vivement. Nous voyons vraiment cette ambition. Et voilà, nous vous souhaitons bon vent. Et on va vous donner la parole pour le dernier mot. Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que vous dites à ces personnes qui sont en entreprise, qui ont des connaissances, mais qui voudraient se lancer? Qu'est-ce que vous dites à tous ces gens-là? Et le dernier mot est à vous. Bah, effectivement, je vais plutôt parler aux gens qui sont déjà en entreprise. Moi, je dirais tout simplement, permettez, si vous avez la compétence, bien sûr, permettez aux autres qui n'en ont pas de venir s'implanter dans les entreprises. Et vous, si vous avez la possibilité de sortir, ou si vous avez le souhait de sortir et d'entreprendre et tout ça là, mais faites-le. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de... En fait, les contraintes sont maîtrisées en réalité. Les contraintes sont maîtrisées. Il faut bien connaître aussi le territoire dans lequel on évolue en réalité. Il faut bien maîtriser le Sénégal, c'est important. Il faut maîtriser le système, savoir comment ça marche, etc. etc. Et voilà, se lancer. Il n'y a pas de mal en réalité. Comme je l'ai dit au départ, il faut tout simplement poser la première pierre et Dieu construira l'édifice, Inch'Allah. Merci beaucoup. Il faut en tout cas beaucoup d'abnégation. Ouais. La compétence, j'insiste dessus. Peut-être que j'ai dit 1000 fois compétence, là où je parle d'entrepreneuriat. Ouais, c'est important. La compétence, c'est important. Et la compétence, c'est la formation et le savoir-faire. D'accord? C'est le savoir et le savoir-faire. C'est important. Il faut beaucoup insister là-dessus. Merci beaucoup. Merci, Favoré. On se dit à très bientôt. Et merci à tous nos followers de Wambetri. On se dit à très bientôt pour un autre numéro de Découvrir mon métier. Merci. Merci beaucoup. Merci. Goodbye.